je voulais remercier avant de commencer la synthèse de cette journée nos collègues psychanalystes et psychothérapeutes, parce que c'était un petit peu une avant-première, puisque je crois que vous projetez une journée d'études sur psychanalyse et systémique dans le courant de 2022. Vous Ça, pouvez c'est peut-être en dire un ou deux mots, parce que oui. c'était un petit peu l'idée, quoi. Oui, oui, rapidement. Alors, le prolongement de cette ébauche, c'est effectivement un colloque international qui va être organisé avec le SULISOM, donc le labo de psychanalyse et récif. Donc, c'est une première, ça n'a jamais existé. Et donc, ça aura lieu les 2 et 3 septembre 2022. Donc, on y travaille et merci d'avoir pu nous proposer aussi ce premier temps. En fait. Voilà. Voilà, ça permet un petit peu de nous donner l'eau à la bouche, et puis je pense effectivement, comme vous le disiez, c'est important qu'on puisse aller les uns vers les autres. Le travail qu'on fait aussi dans le cadre de notre réseau de petites entreprises de recherche, c'est aussi un travail transdisciplinaire. C'est aussi pour ça qu'on s'est donné cette approche systémique, parce qu'elle permet précisément à des gens d'origine disciplinaires différentes et travaillant aussi sur des objets qui sont très différents, de pouvoir néanmoins converser, échanger et produire ensemble, quoi. Et je pense que c'est ça qui est stimulant. Alors, bon, la question de l'observateur dans les approches systémiques. Donc je vais commencer peut-être par afficher un schéma qu'on trouve assez fréquemment, qui est le schéma du circuit du travail scientifique. Toi, tu en avais produit un autre, celui-là aussi est fréquent, qui va de la théorie, en passant par la prédiction, puis par l'expérimentation, puis par l'observation, avec un retour sur la théorie. C'est un schéma qu'on trouve sous des formes qui peuvent être plus dépliées, en quelque sorte, dans lesquelles on peut avoir observation, hypothèse, expérience, résultat, interprétation, conclusion. Donc c'est un petit peu toujours là-dessus qu'on revient, avec une petite observation justement qu'on peut faire. On voit ici que le mot observation est l'une des étapes dans le circuit, alors qu'en réalité, l'observateur, il est là à toutes les étapes, c'est-à-dire qu'il contribue à la théorie, il l'élabore, il la choisit quand ce n'est pas lui qui l'a formulée. Donc il sélectionne. Et c'est le deuxième point qu'il s'agit de souligner, c'est que le processus consiste justement à sélectionner un objet à étudier. Il y a donc une forme de découpage suivi d'un calcul qui écarte aussi tout un tas de choses qui ne concernent pas directement l'objet sur lequel on travaille. Et donc c'est pourquoi on peut aussi difficilement faire de la recherche et une pratique thérapeutique en même temps, parce que c'est pas du même observateur qu'on parle, c'est pas de la même construction de savoir non plus que l'on parle, parce que dans un cas, on est sur une construction d'un objet qui écarte tout ce qui n'a pas de rapport avec ce sur quoi on est en train de travailler, alors que dans la pratique thérapeutique, on est plutôt dans une attitude qui est ouverte, donc une espèce d'observation flottante en quelque sorte, qui permet aussi la construction d'une connaissance, mais avec une utilisation, une nature de cette connaissance qui n'est pas la même. Alors, pour faire la synthèse donc, de cette journée, je vais diviser mon propos en trois temps. Le premier, ça va être un petit peu de revenir sur cette question de l'observateur pour la formuler en termes de paradoxe, parce que c'est aussi un peu comme ça qu'elle est posée dans pas mal d'approches épistémologiques. Ensuite, je vais voir, en picorant un petit peu dans ce qui a été dit aujourd'hui, les solutions ou les tentatives de dépassement de ce paradoxe de l'observateur, en distinguant entre immanence et transcendance. Donc on rentre dans des choses philosophiques fortes, n'est-ce pas? Mais n'ayez pas peur, je vais y venir. Donc, ce que j'appelle, moi, le paradoxe de l'observateur, ça commence par une figure, hein, alors qui évidemment s'applique peut-être moins en sciences dures sur des objets paillasses, et plus évidemment dans les sciences humaines et sociales, et qui montre bien ce problème de la situation qu'on est en train d'observer en même temps qu'on la construit. Bon,
C'est l'exemple type de l'inspecteur d'académie qui rentre dans une classe pour observer et évaluer ce que fait l'enseignant en train d'enseigner à des élèves et qui pense qu'il observe un enseignant en train de faire un cours, alors que ce qu'il observe, c'est un enseignant en train de faire un cours sous le regard d'un inspecteur d'académie, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Hein, parce que, évidemment, la situation est très différente parce que chacun des protagonistes est conscient de la présence de l'observateur et aussi des enjeux de l'observation. Pour ceux qui ont été élèves à un moment donné et qui ont eu justement la visite d'un inspecteur d'académie, il y a des choses qui se passent du côté, bien sûr, de leur enseignant quand il est là, et puis du côté des élèves eux-mêmes, parce qu'ils savent bien, pour certains, qu'ils vont profiter du truc pour un petit peu titiller l'enseignant, ou au contraire, il va y avoir un courant de sympathie qui fait que, alors que c'est d'habitude une classe très turbulente, là, ils vont maintenir un état à peu près correct d'attention et de suivi. Bon, bref, on est dans une situation où les observés, non seulement l'observateur fait partie du site de l'observation, mais qu'en plus, les observés eux-mêmes observent l'observateur en train de les observer. Hein, c'est-à-dire qu'on a un effet qui est lié à cette prise de conscience et sur lequel je vais revenir, qui est une forme de dissociation. Hein. Le mot a été prononcé à l'occasion de l'une ou l'autre des interventions, en particulier celle de Michel. Tout le monde joue un rôle dans cette histoire. Hein. Et donc, est-ce que c'est à dire qu'avant qu'il y ait l'observation, on ne jouait pas de rôle et qu'il n'y avait pas cette dissociation entre le rôle que je joue et le fait et le moi qui est observé? C'est une première question. Alors, ce biais qui est introduit par la présence de l'observateur, il a été particulièrement travaillé par les sociolinguistes qui n'ont pas été trop cités. Parce que mais c'est un moment important de la réflexion épistémologique sur l'observateur, parce que c'est eux qui ont commencé à chercher à collecter des énoncés oraux en parler familier, spontané. Et donc, comme ils cherchaient vraiment des énoncés qui étaient spontanés, ils ont rencontré un problème parce que les données qu'ils recueillaient, évidemment, n'étaient pas représentatives du discours habituel du locuteur, parce que le fait qu'ils étaient observés, les locuteurs commençaient à construire un petit peu plus ce qu'ils énonçaient. Donc, c'est William Labov en particulier qui définit la situation comme un paradoxe. Et vous voyez là l'énoncé du paradoxe qui est: il faut observer comment les gens parlent quand ils ne sont pas observés. Hein, donc, alors j'ai rajouté parle et se comporte, parce qu'on peut élargir évidemment cette observation de linguiste à l'ensemble des comportements humains. Et ce paradoxe, donc, il intervient dans toutes les situations où l'observateur est présent dans le site de l'observation. On peut étendre la réflexion sur ce problème. Et c'est là où je pense qu'il y a quelque chose de neuf peut-être dans les approches systémiques, quelque chose sur quoi on pourrait travailler, qui en même temps nous donne des indices sur les pistes à suivre. C'est que ce paradoxe, il s'étend. Hein. J'ai évoqué donc la situation de l'inspecteur qui évalue l'enseignant et les élèves qui se sentent observés, mais nous vivons aussi dans des sociétés qui, depuis une vingtaine d'années, sont des sociétés sous surveillance. C'est-à-dire qu'on a tout un tas d'outils de mise qui nous mettent en réseau, qui nous mettent sous caméra, qui nous incitent aussi à nous donner à voir aux autres. Et donc, ceci a un effet. Et c'est un effet aussi qui est lié à une manière de fonctionner de l'observateur. J'ai oublié de le mentionner à la suite de cette figure de l'inspecteur, c'est que, au fond, l'observation, se sentir observé, ça fonctionne même s'il n'y a pas d'observateur. C'est-à-dire qu'on a évoqué la question de la glace, de la vitre sans teint en thérapie systémique. C'est un petit peu le principe du panoptique imaginé par Bentham, pour ceux qui connaissent un peu le travail de Foucault. C'est-à-dire que
L'important, c'est pas qu'il y ait un réel observateur, c'est que vous pensiez qu'il y a un observateur derrière la vitre sans teint ou derrière le dispositif d'observation. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que cet observateur qui éventuellement n'existe pas physiquement, il va être intériorisé et il fonctionne à l'intérieur de nous-mêmes, ce qui nous rapproche de la dissociation que j'ai évoquée plus haut. Et donc, si je reviens sur l'exemple de nos sociétés, c'est aussi que nos sociétés sont des sociétés qui fonctionnent dans des dispositifs spéculaires et spectaculaires. Tout le monde se sait observer, tout le monde en joue, tout le monde en souffre, éventuellement. Tout le monde s'expose en gardant néanmoins quant à soi en coulisses. Donc, ce sont aussi les approches de Goffman du côté sociologique sur la mise en scène de la vie quotidienne. Et finalement, on finit par se demander qui est-ce qui observe et qu'est-ce qu'on observe, quoi. Donc, si tout le monde observe. Donc, cette extension comme ça du problème qui est lié, à mon avis, en partie à la mise en réseau de la société, donc aux techniques de communication, et aussi à la numérisation et à l'extension de l'appareillage, en quelque sorte, de la société. J'y reviendrai vers la fin parce que, comme dit, je pense que c'est quelque chose qui tranche par rapport aux premières élaborations de la théorie des systèmes, y compris la deuxième systémique, qui accorde justement une importance à cette question de l'observateur. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour approcher cette question du paradoxe? Je vais vous parler d'immanence et de transcendance. Alors c'est des grands mots, mais essentiellement ça va être pour dire que le paradoxe, il peut être dépassé soit quand on reste à l'intérieur du cadre de pensée qu'il produit, ou on peut essayer de sortir du cadre de pensée. Et en termes systémiques, finalement, c'est une forme de transcendance, c'est-à-dire on fait appel à quelque chose qui est à l'extérieur du système. Alors, les solutions immanentes, ce qu'on pourrait appeler aussi les solutions classiques de dépassement du problème de l'observateur, ce sont les solutions qui restent à l'intérieur du cadre de l'observation. Et donc, en première approche, on se dit, c'est ce que pensaient aussi et Labov et Goffman, qui écrit en 1979 un article qui décrit les places possibles des acteurs dans une recherche. Il faut autant que possible marginaliser l'observateur pour marginaliser les effets. Bon, je ne rentre pas dans les détails de l'article de Goffman. Il situe l'observateur ne peut pas être l'informateur, il ne peut pas, parce qu'il ne peut pas s'observer lui-même, il ne peut pas être l'interlocuteur parce qu'il y a une critique des différentes formes d'interview. L'observateur ne peut pas être non plus le destinataire principal, etc. Donc, quelles sont les techniques qui ont été ou qui sont encore utilisées pour essayer de marginaliser l'observateur. Le premier, c'est l'appareillage de l'observation, c'est-à-dire qu'il y a toute une série de travaux qui sont apparus à partir du moment où les premières techniques ont permis d'appareiller l'observation, et notamment les techniques d'enregistrement. Parce que si vous faisiez fonctionner un magnétophone, je suis tombé comme ça sur des articles qui datent des années 70-80, si vous faites fonctionner un magnétophone, ça vous permet déjà de ne pas avoir à prendre de notes, ou si vous ne prenez pas de notes, ça vous évite d'avoir à reconstruire l'entretien avec les risques de biais que ça peut avoir du fait de votre mémoire. Donc vous avez l'entretien et vous vous démarquez en quelque sorte de ce temps de l'entretien pour pouvoir revenir ensuite sur le matériau que vous avez collecté, et donc l'analyse se fait de façon distincte. Donc, ce sont les techniques d'enregistrement. Il y a évidemment tous les appareillages en termes de tests, d'échelles, de questionnaires validés, qui permettent également d'avoir des données qui sont comparables, qui permettent des comparaisons entre les personnes interrogées. Vous avez eu les logiciels d'analyse de discours qui ont commencé à apparaître dans les années 80-90. Bon.
Donc c'est une possibilité de limiter le biais de l'observateur. Alors, les sociolinguistes, toujours avec leur problème qui était de rechercher des données authentiques, donc spontanées, ont aussi inventé des ruses pour obtenir des énoncés naturels ou des énoncés authentiques. Alors plusieurs suggestions ont été formulées. Labov en 72 en cite quelques-unes. Alors aujourd'hui, ça fait un petit peu sourire parce que il suggérait par exemple de laisser tourner le magnétophone après la fin de l'enregistrement pour pouvoir obtenir des données qui étaient moins contrôlées qu'au cours de l'entretien, ou de glisser une question à forte charge émotionnelle qui déstabilisait l'interlocuteur et permettait aussi d'obtenir ou parfois d'utiliser et d'observer les interruptions inopinées, telles qu'un coup de téléphone, l'intervention d'un gamin qui rentre dans le salon au moment où on a l'entretien, pour avoir des données qui sont donc plus naturelles ou plus spontanées. Alors, les plus problématiques de ces ruses sont évidemment celles qui consistent à dissimuler le cadre de la recherche, ce qui pose de nos jours des problèmes éthiques qui ont été évoqués ce matin, c'est-à-dire que aujourd'hui on protège en quelque sorte la diffusion des données concernant les enquêtes et les recherches, et surtout on essaye d'obtenir le consentement des personnes qui sont interviewées et interrogées et observées. Leur consentement écrit, parfois c'est des 4 pages ou 5 pages de consentement qu'il faut lire, et effectivement quand on est face à des personnes en EHPAD qui c'est un peu difficile d'obtenir des consentements. Donc on a quand même, plus on protège en quelque sorte le cadre, plus on introduit un biais qui est lourd. Alors à l'autre extrémité, les méthodes les plus répandues consistent néanmoins à tenter d'instaurer une relation de plus grande proximité avec les observés. Alors on a l'observation participante, qui est le modèle type, dans lequel, au fond, on obtient une information qui est beaucoup plus spontanée parce qu'on vit au jour le jour avec les personnes, c'est l'observation ethnologique en particulier. Donc la barrière du formalisme baisse et on obtient donc une situation qui est plus proche de la réalité. Et il faudrait s'interroger sur ce qu'est la réalité, mais aussi au prix d'un certain nombre de choses. D'abord, c'est au prix de l'abandon des outils comme la prise de notes à chaud ou l'enregistrement, parce que si vous vivez avec les personnes, vous n'allez pas vous trimballer avec le magnétophone pour les enregistrer. Donc il faut choisir. Et puis aussi, c'est une position qui contribue à effacer la distance, certes, mais plus la distance avec les personnes qu'on observe est effacée, et plus on fait partie justement de la situation à observer. Donc les effets là de l'observateur sur la situation observée sont beaucoup plus élevés. Alors, autre moyen de contrôler en quelque sorte la position de l'observateur, c'est de multiplier les places et aussi de les situer. C'est-à-dire on voit par exemple dans l'exposé qu'a fait Dominique que la manière d'organiser la recherche consiste à distinguer les places du thérapeute, les places des chercheurs, des différents chercheurs aux différentes étapes, et donc de pouvoir ainsi situer correctement ce que fait le chercheur, ce que fait le thérapeute. Alors, autre moyen d'ailleurs un petit peu peut-être dans cette catégorie, c'est aussi les sessions de groupe. C'est-à-dire que la reprise du travail par un contrôle ou un travail d'observation en groupe qui permet de distribuer, de diffuser un petit peu, de casser la relation privilégiée qu'on peut avoir avec l'interlocuteur, permet aussi de modérer la force, en fait, l'impact que peut avoir l'observateur sur la situation observée, parce que c'est distribué entre les participants. Alors ça n'empêche pas évidemment tout un certain nombre de choses de se produire qui sont les paradoxes
inhérent aux solutions à un problème qui est lui-même paradoxal. Les deux termes en fait de ce paradoxe des solutions, c'est que premièrement, sans observateur, il n'y a pas de science de toute façon. Donc, vouloir éliminer l'observateur, c'est vouloir éliminer l'observation et donc tout le processus de construction, d'une construction possible de connaissances. Et la deuxième formulation paradoxale, c'est qu'avec trop d'observés ou d'observants, je reviens sur cette idée d'une société de surveillance où finalement on vit à une époque où les gens savent qu'ils sont étudiés, qu'ils sont observés, finalement, avec trop d'observés qui sont en même temps observants, on ne sait plus ce qu'on observe, quoi. Alors, bon, je ne vais pas rentrer trop non plus dans le détail épistémologique de est-ce qu'il faut renoncer à l'objectivité, c'est-à-dire est-ce qu'une partie du paradoxe, ça n'est pas justement qu'on s'imagine qu'il y a un réel comme ça qui serait indépendant de l'observateur et qui serait l'objet qu'il s'agirait d'atteindre. Il y a ce débat que nous avons eu aussi pendant la journée sur le réel qui est observé. En fait, nous le co-construisons en même temps. Donc même en physique, c'est dommage qu'on n'ait pas pu avoir une intervention d'un physicien sur la théorie quantique de l'observateur, par exemple. Même en physique, on doute un petit peu de la réalité de la réalité, en quelque sorte. Alors, ces solutions qui restent à l'intérieur donc du cadre qui est posé par le paradoxe, est-ce qu'on peut essayer de les dépasser, c'est-à-dire sortir du système? Pourquoi j'appelle ça transcendance? Parce que la transcendance, c'est en fait ce qui est quelque chose qui nous est téléphoné en quelque sorte de l'extérieur de notre monde. Donc c'est les solutions qui font appel à l'extérieur du cadre de l'observation. Alors une figure qui a été évoquée, je crois, par Serge, c'est celle de la fourmilière. Donc on peut effectivement imaginer que la fourmilière et les fourmis sont des objets d'observation d'un entomologiste. Et donc, à la limite, c'est une situation dans laquelle la position d'entomologiste est suffisamment extérieure au système observé pour ne pas avoir d'influence sur la manière dont les fourmis choisissent leur trajet pour aller récupérer la viande, sauf si l'observateur, à titre expérimental, a posé un morceau de nourriture et puis qu'ensuite c'est dans son hypothèse d'observer un petit peu ce qui se passe. Mais donc, l'observateur, s'il avait la possibilité de téléphoner ou de discuter avec les fourmis, pourrait fournir en quelque sorte des indications aux fourmis. Donc si on se situe du point de vue de la fourmi, le problème de la fourmi, du point de vue épistémologique, c'est d'essayer de voir s'il peut obtenir de quelque chose qu'elle n'arrive pas à se représenter, qui est l'humain qui l'observe, des informations qui pourraient lui être utiles. Donc vous voyez un petit peu l'image que j'utilise. Alors cette image, elle correspond à différentes pistes de recherche qui ont été, pour certaines, explorées et d'autres qui restent peut-être à explorer. Alors, la première, c'est la piste traditionnelle qui a été celle des premières sociétés avant l'invention de la science. On va consulter les augures, puisque le démiurge, quelque part, il pourrait peut-être nous donner des indications. Les puissances peuvent peut-être nous dire comment ça fonctionne. Et donc, ce sont les formules de divination. Alors, je les cite un peu pour mémoire, mais enfin, il faudrait qu'on se les garde sous le coude, parce qu'il y a quand même des formes laïques de cette consultation des augures, par exemple les synchronicités de Jung, donc Gustav Jung a développé là-dessus. Edgar Morin en dit un mot, alors il n'en dit pas grand-chose, mais dans la construction de la connaissance, il oppose, ou plus exactement, il ne les oppose pas en disant c'est exclusif, il essaye de les articuler. Il y a la connaissance scientifique et puis il y a la connaissance poétique.
Est-ce que, d'un point de vue comme les chamans, on pourrait écouter un petit peu ce qui se passe dans l'environnement, dans la réalité, pour avoir des informations. Donc, la question évidemment qu'on se posera si on doit suivre cette piste, c'est comment construire un savoir robuste, entre guillemets, pour prendre la terminologie de Latour et de l'anthropologie symétrique, un savoir robuste à défaut d'être scientifique au sens classique. Alors, le point de vue de Cyrus, l'expression renvoie à Micromégas je ne sais plus, oui c'est Voltaire Micromégas, mais à la même époque il y a Montesquieu avec les lettres persanes, c'est-à-dire que la méthode scientifique quand elle apparaît dans la modernité, elle va distinguer la réalité et la fiction. Pour ça on va écarter tout ce qui est divination, parce que ça c'est pas la réalité. Et il y a un seul monde, hein, et ce monde il est immanent, c'est-à-dire que toutes les explications se trouvent à l'intérieur du monde. Mais en même temps, la fiction va se développer. Et la fiction va aussi apporter quelque chose à l'intelligence de la réalité. Hein, donc j'ai cité Voltaire, Montesquieu avec les Micromégas, les lettres persanes, c'est-à-dire on essaye d'inventer un extérieur du monde à partir duquel on peut observer sa propre société, son propre monde. C'est aussi l'utopie qui commence avec Thomas More et qui, bon, le destin que l'on connaît. Mon collègue Alain Beer, qui il y a quelques années soutenait sa thèse d'état ou son HDR, je ne sais plus, je crois que ça devait être son HDR, sur sa lecture du marxisme, s'était fait poser la question par son jury, mais quand même, là, tu utilises quelque chose qui n'est pas forcément scientifique, mais qui est une utopie. Est-ce que pour toi, l'utopie, c'est important ? Et il répondait, et je pense, moi ça m'a marqué, que il ne pourrait pas concevoir l'analyse de la société dans laquelle il vit, parce qu'il est dedans, sans avoir cet autre lieu où il peut se projeter, depuis lequel il peut observer presque de l'extérieur la société dans laquelle il vit. Alors, ce point de vue de Cyrus, c'est une formule qui est issue du Micromégas, qui a fait son chemin. En fait, elle est utilisée d'une certaine manière, non seulement dans la fiction, mais également dans certaines approches scientifiques. Quand par exemple, vous avez en 67 Desmond Morris qui écrit un bouquin qui s'appelle Le singe nu, qui est une approche éthologique des comportements humains. Il précise au début de son bouquin que s'il va prendre cette appellation de singe nu, et tout du long il ne va pas appeler ça les humains, il va les appeler les singes nus, pour pouvoir avoir ce regard d'entomologiste en quelque sorte sur une espèce différente. Hein. L'anthropologie symétrique de Latour fait pareil, c'est-à-dire qu'avec cette idée qu'il s'agit de surmonter la division moderne entre le sujet et l'objet, entre les humains et les non-humains, la nature et la culture. L'anthropologie symétrique consiste à accorder la même valeur ontologique aussi bien aux objets, aux choses qu'aux humains. Et dans la sociologie de l'acteur réseau, on va mettre en réseau les humains et les non-humains pour étudier. On a un programme par exemple avec les éditions de Lille sur lequel a travaillé Michel, qui était d'approcher le livre comme un acteur réseau. C'est-à-dire, on ne va pas s'intéresser au comportement des humains qui lisent des livres, on va s'intéresser à la carrière du livre qui essaye de se faire connaître, qui a une histoire et qui agrège autour de lui des communautés de lecteurs, des éditeurs. Donc c'est une manière aussi de déplacer le regard. On a évoqué l'appareil psychique de Freud, c'est aussi une manière d'extérioriser ce regard qui va rejoindre le point suivant que je vais aborder, puisque parler d'appareil psychique, plutôt que de parler de la personne, du sujet humain, etc., c'est aussi une manière de prendre la bonne distance par rapport à quelque chose
sur quoi, sinon, on projette de manière anthropomorphe un certain nombre de représentations. L'appareil psychique. Parce que la dissociation de l'observateur, c'est une autre piste. C'est-à-dire qu'on fait finalement comme si l'observateur était une entité systémique indivise, un sujet plein, donc qui résonne, qui est responsable. Mais en fait, l'observation elle-même, d'ailleurs, crée une situation paradoxale, dont un des effets, comme je l'ai souligné, c'est la dissociation de l'observé entre soi et ce que l'on donne à voir, et ce qui nuit à l'observation. Donc la dissociation, à cet endroit-là, c'est quelque chose qui va permettre à l'observateur de s'observer et interagir. C'est quelque chose dont nous faisons communément l'expérience, qui est de faire que toutes les fois où il y a quelque chose qui bouge dans les situations dans lesquelles nous sommes amenés à nous dire mais qu'est-ce que je suis en train de faire là, et qui c'est ce jeu dont je parle quand je dis qu'est-ce que je suis en train de faire, parce que je suis en train de m'observer, en train de faire quelque chose. Donc cette dissociation de l'observateur, elle est opérante, donc ce sera intéressant de revenir à un moment donné quand on passera à l'écrit, puisque l'une des ambitions de cette journée d'études, c'est aussi à un moment donné de passer à l'écrit. Quand on reparlera du travail de Michel, ce sera de travailler sur cette question de la dissociation, qui n'est pas qu'un processus qu'on pourrait considérer comme pathologique dans justement un regard traditionnel, mais qui est un processus qui permet justement peut-être de résoudre ce paradoxe de l'observateur, tout en l'assumant. Les deux dernières pistes que je propose sont vraiment des pistes auxquelles j'ai pensé comme ça, c'est-à-dire c'est cette figure de la fourmilière qui m'y a fait penser. D'une certaine façon, le problème d'essayer de fabriquer un démiurge qui observerait notre monde et à qui on demanderait au fond des renseignements, une connaissance sur ce qui se passe. C'est le problème qui se pose donc à la fourmi, quand elle se pose la question, est-ce que ma fourmilière est elle-même un ensemble, un organisme réflexif qui s'occupe de moi, qui a une connaissance sur moi. Et on sait par exemple, pour revenir effectivement sur les travaux concernant la fourmi et les fourmilières, qu'elles présentent une intelligence distribuée. C'est-à-dire que les fourmis en tant que telles, c'est pas très élaboré comme construction réflexive. Par contre, la fourmilière, elle va d'une certaine façon chercher la nourriture. C'est-à-dire les fourmis, elles fichent le camp un petit peu partout. Et puis quand il y a une fourmi qui a trouvé quelque chose, elle revient avec le morceau de ce quelque chose, tout en laissant une phéromone sur le tracé, que les autres fourmis qui se baladent trouvent à un moment donné. Et donc on a une mémoire qui se construit, puis qui va se déconstruire quand la bouffe aura terminé d'être rapatriée vers la fourmilière. Et cette mémoire, le site de cette mémoire, il n'est pas à l'intérieur des fourmis. Il est à l'intérieur du complexe fourmilière, quoi. Donc, et peut-être que ça, c'est une des pistes de recherche qu'on a en ce moment autour, effectivement, de la pandémie. Peut-être qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui fonctionne aussi avec ce fameux virus qui s'amuse à nous jouer des tours, à trouver tous les moyens pour s'adapter, semble-t-il, aux barrières qu'on lui impose. Est-ce qu'il y a un mécanisme adaptatif, non pas évidemment de la capsule de protéines que constitue le virus, mais du système virus en tant que population? Et dans ce cas-là, où est-ce que se trouve le site de sa mémoire, où est-ce que se trouve sa finalité, etc. Bon, alors est-ce qu'il existe pour les humains, pour revenir à notre question, dans la société, une intelligence collective qui serait facilitée par le fait que nous sommes tous en réseau, constamment?
C'est quelque chose qui, au départ des conceptions, des approches systémiques, n'existait pas. Mais depuis 20 ans, avec, avec les GPS, avec les téléphones portables, avec tout l'appareillage numérique que nous connaissons, nous sommes tous connectés en contact permanent, avec d'ailleurs des problèmes psychologiques qui sont spécifiques à ce fonctionnement, mais qui peut-être permet de créer une situation dans laquelle nous serions tous observateurs observés, c'est-à-dire que nous serions tous à des degrés différents des chercheurs. Ce serait plus comme si la position de chercheur serait une position en quelque sorte élitiste, déterminée. Je suis chercheur parce que j'en ai le statut, parce que j'ai les diplômes, parce qu'on m'a payé pour. Et c'est un petit peu ce qui est au cœur des recherches participatives, c'est-à-dire qu'on pose l'idée. C'est aussi ce qui anime un petit peu la pensée de Latour et Calon, à savoir que les controverses scientifiques et techniques, c'est pas seulement le fait des scientifiques, c'est l'ensemble de la population qui participe à des degrés divers, avec des positions diverses à l'élaboration des connaissances, en sachant que les connaissances, évidemment, ne sont pas stables, enfin, elles représentent un moment de stabilité à un moment donné, de relatif consensus entre tous les participants. Et ma foi, ben voilà, finalement on a quand même Dieu le Père qui apparaît à l'horizon, peut-être le démiurge, c'est-à-dire que peut-être que nous atteignons ce point de singularité que les transhumains annoncent, qui fait que l'intelligence artificielle va peut-être être la solution à notre problème du paradoxe de l'observateur observant, puisque là, nous aurons un méta-observateur qui va nous observer et nous dire ce qui est bon pour nous, ce qui est utile, les directions dans lesquelles il faut aller. Évidemment, le problème pour nous qui sommes des fourmis discutant avec la fourmilière ou les humains, c'est qu'on ne va pas trop comprendre comment ce méta-observateur est arrivé à ces conclusions. Alors, c'est peut-être comme ça que ça va se passer. En tout cas, il y a des petits germes de fonctionnement de ce type-là, parce que on élabore déjà actuellement des algorithmes qui, par exemple, observent et calculent nos comportements, produisent des prédictions qui, pour nous, sont inattendues, et qui sont inattendues aussi pour les chercheurs qui ont mis en place ces algorithmes. Il existe, par exemple, des systèmes auto-apprenants qui associent une base de données et des capteurs de signes vitaux auprès de populations, par exemple, d'insuffisants cardiaques. Et donc, tout insuffisant cardiaque qui dispose de ces capteurs est connecté à son propre ordinateur qui est connecté à la base de données. Et le système apprenant qui se trouve à l'intérieur de serveurs distants, d'une part va capter bien sûr les signes cliniques des personnes et pouvoir dire attention, là il y a des signes vitaux qui ne fonctionnent pas bien par rapport à une nomenclature qu'on a mis dans ma mémoire, et donc qui va téléphoner automatiquement au médecin ou au service hospitalier pour que les services hospitaliers téléphonent à la personne pour dire ça va, vous êtes toujours bien. Bon. Mais ça va un petit peu plus loin que ça, parce que les applications apprenantes comparent ces données à des dizaines de milliers de dossiers qui sont comparables, et on découvre qu'elles sont capables non seulement d'annoncer que là, dans l'heure qui vient, il va y avoir un problème, mais de dire, tiens, cette personne-là présente des signes vitaux qui ressemblent à toute une configuration de personnes que j'ai dans ma mémoire, qui présentaient les mêmes signes vitaux et ont fait des infarctus 15 jours après. Donc la prédictibilité du calcul de ce système informatique permet au fond de produire une connaissance à laquelle nous échappons, à laquelle nous n'avons contribué au fond qu'indirectement, c'est-à-dire en construisant la machine. Voilà, donc les différentes pistes. Alors il y en a évidemment d'autres, probablement j'en ai loupé, et puis si on a un petit peu le temps de discuter quand même avant de nous séparer.
vous me ferez des suggestions. Je conclurai simplement en disant donc que l'histoire des approches systémiques montre le saut qui permet de passer d'une première systémique qui est celle des systèmes fermés qu'a évoqué Serge, donc observable de l'extérieur, à une seconde où l'observateur est inclus dans le site de l'observation, mais avec production d'un paradoxe. Donc ce paradoxe qui n'a pas été complètement levé à l'intérieur des approches systémiques de deuxième génération, et je pense que c'est ce qui a conduit aussi à une certaine désaffection de ces approches, au profit d'approches qui étaient plus productives en termes de résultats, avec de l'informatique, avec les approches cognitivistes de l'époque. Ces approches de deuxième génération, peut-être qu'elles pourraient maintenant laisser la place à une troisième génération d'approches qui tiendrait compte de cette ces méta-approches, cette méta-construction en quelque sorte d'un observateur. Voilà, c'est un petit peu l'idée que je lance, mais je la laisse à la discussion pour terminer cette journée, à laquelle je vous remercie en tout cas déjà d'avoir participé. La parole est à la salle. C'est comment la première étape, c'est les questions de précision. On peut passer directement aux questions de fond si vous préférez, quoi. Et puis si vous êtes trop fatigué, on peut se quitter là et puis se souhaiter un joyeux Noël. Ah, je vous ai saoulé, hein, ça... Merci pour cette conclusion vraiment très très intéressante. Sur le point de vue de Sirius et l'approche poétique ou artistique qui permet parfois d'avoir une vision complètement différente de celle que la science produit, c'était très proche aussi de ce que dit Ursula Le Guin. Comme c'est bientôt Noël et bientôt les vacances, si vous avez jamais lu ça, c'est le moment ou jamais. Ou bien sur l'intelligence artificielle, il y a James Smith avec I Still Dream, qui raconte l'histoire de quelqu'un qui produit une intelligence artificielle mais qui n'est pas entraîné sur de la compétition ou du jeu, mais sur de la discussion et sur une approche beaucoup plus sociologique. Et je pense que ça vous plairait. Voilà. Oui. Bah oui, et d'une façon générale, la science-fiction construit des mondes qui nous obligent à penser le monde d'aujourd'hui de façon un petit peu décalée, quoi. Tout à fait, c'est exactement ce que dit Ursula Le Guin. Je ne sais plus quel prix elle avait reçu, le Hugo ou le Nebula. De toute façon, elle a eu les deux, parfois les deux sur le même bouquin. Et il y a un discours qu'elle a fait qui est incroyable, où elle expose ça en disant que c'est fondamental et qu'il faut faire très attention à la vision qu'on a de la science-fiction, parce que c'est peut-être le dernier rempart qu'on ait contre les biais et les paradoxes de ce type. Et c'est vraiment très joli. Merci pour votre remarque. Merci à vous pour cette très belle conclusion, vraiment. J'ai juste envie d'apporter mon témoignage sur ce que me fait la conclusion, c'est que ça me redonne envie de faire de la science. Je trouve que ça fait envie, quoi. Ça fait pas un truc étriqué, qui est plutôt pesant. Ça donne de l'air, quoi. Je trouve que c'est une belle conclusion. Merci. Merci. Bon, bah, s'il n'y a plus d'autres questions, parce que je sens que là, on arrive à la fin de la journée, qui normalement d'ailleurs était prévue pour terminer 1 heure plus tôt. On va se quitter et puis on se retrouve l'an prochain pour de nouvelles aventures, dans le cadre notamment de nos travaux de séminaire à PS Institut. Voilà. Merci à vous.